d'enculé, tu pues la merde, je te chie à l'arrêt. Toi, je t'aime bien, je te fais des poutous, des bisous, des poutous, des câlinous. Cette technique utilisée par Gilles Lelouch, un peu loufoque, dans Les Petits Mouchoirs, est avant tout, en réalité, une application pratique de ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Pygmalion, c'était un sculpteur de l'Antiquité qui était a priori voué à être toute sa vie célibataire, une sorte de Tanguy des temps grecs, sauf que lui, ses parents c'était Athéna et Héphaïstos. Finalement, c'est pas si mal de rester toute sa vie chez les dieux. Alors, comme il allait rester toute sa vie célibataire, puisqu'il était révolté contre les prostituées de l'époque et qu'il était absolument contre le mariage, vu qu'il était sculpteur, de faire en statue la femme parfaite, celle de ses rêves, celle qu'il allait aimer, et il a tellement réussi cette statue qu'il en tomba amoureux lors d'une soirée organisée par Aphrodite, la déesse de l'amour. Aphrodite, très généreuse, va alors décider de donner la vie à cette sculpture, et alors Pygmalion a enfin la femme de ses rêves devant lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a cru, au point de sculpter la femme parfaite, désir qui se réalisa. L'effet Pygmalion, c'est donc une forme de prophétie autoréalisatrice, et plus largement, c'est l'influence sur notre comportement de la façon dont on est perçu par l'autre et surtout par une autorité. On pense alors au professeur, au coach, au manager, à son employeur, à ses parents, à toutes ces personnes qui exercent auprès de nous une relation d'autorité. Tout commence avec une expérience réalisée par Rosenthal et Jacobson, qui vont commencer par une expérience sur des rats. Ils vont séparer les rats en deux groupes, qu'ils vont donner à deux groupes d'étudiants, un groupe par groupe de rats, et ils vont dire au groupe 1, vos rats c'est les meilleurs, vos rats ils vont tout réussir, on a fait des tests sur eux, ils sont exceptionnels, vraiment ils sont incroyables. Et puis le groupe 2, on leur a dit, vos rats, ils sont pas très bons, ils sont un peu banals, il y a peu de chances qu'ils réussissent le test qu'on fera, voilà, n'ayez pas des attentes excessives. Et puis, il propose aux deux groupes de faire une course dans un labyrinthe. Alors la course se déroule, et quel est le résultat de l'expérience ? Eh bien, le groupe qui avait été décrit auprès des étudiants comme exceptionnel, comme incroyable, ont eu de bien meilleurs résultats, ils ont été beaucoup plus rapides que le groupe 2, pour lequel on avait dit qu'ils étaient tout à fait banaux, tout à fait normaux, à tel point que certains rats du groupe 2 n'ont même pas quitté la ligne de départ. La différence entre les deux, c'est pas seulement qu'on ait dit aux étudiants que le groupe 1 était bon ou que le groupe 2 était mauvais, c'est plutôt le comportement qu'ils ont eu à l'égard des rats en fonction de ce qu'on leur avait dit. Le groupe 1, il a été vraiment dans l'encouragement le plus dévoué, le plus total, il a été très positif. Alors que l'autre groupe, il était presque désintéressé, il n'avait que des mots simples pour son groupe, pour lequel il était vraiment très peu enthousiaste. Et on a pu observer des résultats extrêmement flagrants. Alors on s'est demandé, est-ce que cette expérience sur les rats pourrait fonctionner sur des êtres humains, et plus précisément sur des élèves par rapport à leurs professeurs ? Alors, pour les élèves, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris une école un peu aléatoire aux États-Unis, et puis on est allé voir les enseignants, et on leur a dit, on a un nouveau test spécial qui vient de Harvard, qui est incroyable et qui permet de détecter le potentiel, l'intelligence, de savoir quels sont les élèves qui sont brillants et ceux qui sont un peu médiocres. Alors, ici, premièrement, on n'a pas dit aux élèves quels étaient les résultats du test, on s'est uniquement fondé sur ce qu'allait penser l'enseignant, qui n'était pas au courant de l'expérience, pour voir son comportement par rapport aux élèves en fonction de comment il les percevait. Et puis la deuxième chose, c'est que, évidemment, on a uniquement testé l'hypothèse positive, l'hypothèse de voir comment ils progressaient lorsqu'ils étaient perçus comme brillants, puisque l'idée n'était pas d'influer négativement sur les résultats d'élèves qui n'auraient rien demandé, qui auraient été victimes d'une expérience absolument arbitraire. Et donc on tire au sort des élèves, et puis on dit à l'enseignant, voici les résultats du test de QI, vous avez ces 4 élèves-là qui sont absolument brillants, qui sont exceptionnels,
Voilà, maintenant vous le savez, et puis voilà, on verra plus tard, peut-être pour refaire un test. Et puis il les laisse comme ça. L'enseignant, il va continuer ses cours, il va continuer son travail, mais il va avoir un comportement qui est évidemment différent à l'égard de ses élèves, qui seront perçus comme brillants, à tel point que l'année suivante, on va refaire les mêmes tests, ou en tout cas des tests similaires, qui visent à vérifier l'évolution du QI, et on remarque que pour les élèves qui avaient été perçus comme brillants, eh bien le test de QI avait donné lieu à une augmentation de quelques points du QI des élèves. Alors les résultats sont un peu plus compliqués que ça, je vous les mets précisément dans la description si ça vous intéresse, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de formuler l'hypothèse selon laquelle un environnement qui nous percevrait comme brillant, comme intelligent, comme particulièrement exceptionnel, pourrait avoir une influence positive sur notre évolution, nos résultats et notre réussite. Pour vous donner un exemple, vous avez récemment La Maison Grise, qui est une chaîne YouTube d'un groupe de youtubeurs qui font des vidéos axées divertissement, qui ont organisé des Olympiades. Et il y avait parmi ces participants certains qui étaient jugés comme favoris par les spectateurs et d'autres comme pas particulièrement favoris. Bon, jusque-là, c'est tout à fait normal. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'influence de cette pression, entre guillemets, ou en tout cas de ce regard des spectateurs sur les résultats finaux des Olympiades. Eh bien, on remarque que un des compétiteurs qui s'appelle Alex, qui a priori n'était pas favori, qui passait à chaque fois avant-dernier, qui passait vraiment tout près de l'élimination à chaque épreuve. Yes! Enfin, je suis pas un loser dans ma vie! C'est Alex qui gagne! On n'y croyait pas. J'ai une boule au ventre, c'est terrible. Allez Alex, j'y crois pas trop. Oui! Yes! Vas-y, dis que j'ai perdu, c'est bon. Je vais te dire la vérité, Geoffrey, t'as 8,5 et Alex 8,75. Je vais faire un cas. Ouais. Ouais, Alex est qualifié! Alex qui se sauve comme d'habitude. Petit à petit, il a commencé à se révéler. Il a commencé à être encouragé par les spectateurs qui le voyaient comme le nouveau favori, comme celui qui allait réussir à chaque fois passer et chaque fois gagner. Filme-moi bien, Mathieu. Il a tellement pris la confiance. Une victoire d'Alex. En finale des Olympiades! Oui! On a eu un parcours un petit peu grandiose, une surprise. Ah, tu parles de l'élu. Celui qu'on ne pensait pas forcément arriver jusque-là. On s'est dit il va sauter au chant, on s'est dit il va sauter à la danse. Et pourtant, même le dernier live sportif, on a tout fait pour l'éliminer. Et il a réussi quand même à se qualifier. Mesdames et messieurs, pour cette finale, on reçoit Alex! Et je vous le donne en mille, à la fin, c'est ce fameux Alex qui remportera les Olympiades à la suite de cet encouragement progressif, de cette émulation qui se sera créée et de l'augmentation de sa valeur perçue par les spectateurs et par la pression sociale des viewers. Notre comportement, il va être impacté par différents facteurs de notre environnement. Évidemment, le professeur qui adore tel élève ou qui le trouve brillant, il va avoir tendance à le solliciter plus souvent pour que la classe avance, pour avoir moins ce flottement parfois qu'on a lorsque l'on n'interroge plus les bons élèves qui vont donner des réponses. Et donc il y a aussi une augmentation de son temps de parole en classe, de sa sollicitation, et puis évidemment de l'estime de soi de cet élève qui a l'impression d'être valorisé, qui le ressent par le comportement, même inconscient et pas forcément volontaire, de son professeur ou d'une autorité quelconque. Et en fait, ce phénomène, je crois qu'on peut l'étendre plus largement à toutes les relations d'autorité, pas uniquement à la relation entre le professeur et l'élève, pour réfléchir sur les notions d'influence envers des personnes que l'on voudrait accompagner. Si vous voulez coacher quelqu'un, je crois intimement, et c'est a priori ce sur quoi nous renseigne la psychologie, c'est que évidemment, ça fonctionne beaucoup mieux de dire à quelqu'un « t'es le meilleur, tu vas y arriver, tu peux le faire », que de lui dire toute l'année « t'es mauvais, t'es médiocre, tu ne vas pas y arriver », en espérant susciter une forme d'ego ou de fierté. À vrai dire, le coaching un peu dur, l'accompagnement un peu dur, un peu rêche, un peu rabaissant, c'est quelque chose d'un autre temps. Toutes les expériences psychologiques menées depuis, il y en a eu plus de 300, elles convergent toutes dans ce sens-là. Si vous voulez influencer quelqu'un positivement, si vous voulez améliorer sa réussite, ses résultats, il faut avoir de l'estime à son égard, il faut lui montrer que l'on perçoit en lui une forme de valeur et qu'il peut réussir
ce qu'il entreprend. Et ça vaut dans tous les domaines de l'accompagnement. Je pense aux parents par rapport à leurs enfants, mais je pense évidemment dans le domaine professionnel aux managers qui montreraient à ses salariés qu'ils ont une vraie valeur, qu'ils les estiment, plutôt que le dirigeant qui ne cesserait de les rabaisser continuellement par goût du pouvoir ou de l'autorité. Et d'ailleurs, ça vaut aussi de manière plus systémique. Il y a notamment une expérience qui a été menée en rapport avec la discrimination, où on avait une enseignante, au lendemain de la mort de Martin Luther King, qui va vouloir donner une leçon à ses élèves sur le ressenti personnel de la discrimination et l'influence de la discrimination sur soi. It might be interesting to judge people today by the color of their eyes. Would you like to try this? Sounds like fun, doesn't it? Since I'm the teacher and I have blue eyes, I think maybe the blue-eyed people should be on top the first day. I mean, the blue-eyed people are the better people in this room. Oh, yes, they are. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people. They are cleaner than brown-eyed people. Ainsi, par cette expérience, là encore, les élèves qui avaient les yeux marrons vont avoir des meilleurs résultats que ceux qui avaient les yeux bleus, lorsque l'enseignante disait que les plus intelligents étaient ceux qui avaient les yeux marrons. And we took still photographs of those children each day of that exercise, one when they were on the top and one when they were on the bottom. And I have some of those here. The interesting part about these pictures is you can take a child who's a perfectly happy, normal human being on one day, and by putting a collar on him and telling him he's inferior, you can turn him into a frightened, vulnerable, intimidated, suspicious child who cannot succeed on the day he's in the wrong place. This is Sandy on the day she was on the bottom. And this is Sandy on the day she was on the top. Sandy's the one who said, when we did our reunion 5 years after of the exercise, each day of the exercise, the children had to draw themselves as they felt that day. This was all in yellow, and there's an angel on his head on the day he's on the top. On the day he's on the bottom, this is all in black, and there are flames, red flames up in here, and there's a little red devil on top of his head. But if you feel like this when you go to school in the morning, every day, or if you feel like this every morning when you go to school, are you going to do a better job than when you feel like this? Et ça montre que finalement, encore une fois, la façon dont le groupe nous perçoit, la façon dont la société nous perçoit, nous renvoie une image dans laquelle on a tendance à s'enfermer. Entourage, si vous voulez le tirer vers le haut, si vous voulez l'influencer vers quelque chose qui soit de l'ordre de la réussite, ou en tout cas de l'ordre de la satisfaction personnelle par rapport à ses objectifs, il faut essayer de lui montrer qu'on croit en lui, de lui montrer qu'on a de l'estime et d'avoir un comportement à son égard qui soit valorisant. Et je crois que ça en dit très long sur les mécanismes d'influence par la voix, par la pensée et par les comportements sociaux et les échanges que l'on a au quotidien. C'est la raison pour laquelle dans d'autres vidéos nous verrons encore une fois tous ces mécanismes d'influence qui régissent nos interactions et la façon dont nos mots peuvent avoir des conséquences sur les comportements des autres, que ce soit en notre faveur ou en sa faveur.